Et on est dans un pays où il y a quand même des stars, des Karabatic, des Gapet, des Dupont, des Alaphilippe, des Mbappé, et il n'y a pas l'équivalent, en tout cas moi je n'en trouve pas d'équivalent chez les femmes. La France manque-t-elle d'une grande championne? Et vous m'avez tous dit oui, les copains. On est bien d'accord, c'est ça? Vous m'avez tous dit oui. Oui. Oui, oui. Bah, y en a une qui aurait le potentiel, parce qu'elle a un palmarès extraordinaire, c'est Clarisse Agbenienou, qui a absolument tout gagné en judo, 2 fois championne olympique, elle est championne du monde, je crois, 5 fois. Mais elle est tellement discrète, elle est tellement en dessous des radars sur le plan médiatique, que je crois qu'elle a 30 ans, il n'y a pas de raison que son statut évolue aujourd'hui, quand bien même elle gagnerait encore d'autres titres où elle serait plus présente. C'est juste pas sa personnalité, elle aime bien être un peu en retrait. Voilà. Mais c'est dommage parce que sinon, elle a vraiment, je trouve, l'étoffe d'un vrai porte-drapeau. Elle souffrira toujours de la comparaison avec Teddy Riner, malheureusement, puisque dans la même discipline, le judo, on a aussi l'un des plus grands athlètes français qui est masculin. Donc, mais le tableau d'Olivia montre bien que ça dépasse le simple figure charismatique. En fait, par exemple, pour prêcher pour notre mea culpa, au Parisien, il y a une seule femme journaliste au service des sports, sur une trentaine de personnes avec l'encadrement. Et avant, c'était 2. Donc c'est 2 ou 1. 2 ou 1. C'est pas assez. Si on veut que ça change, il faut changer aussi celles qui racontent le sport. Parce que c'est aussi elles, avec leur regard, qui vont peut-être faire émerger d'autres histoires, d'autres championnes. C'est pas que Caroline Garcia, il manque Jeannie Longo, il manque Marie-Josée Pérec. Il y a aussi la façon dont on raconte le sport à la télé, dans la presse, à la radio. Donc on a et je pense que les rédactions sont très masculines. Vous vous dites qu'on a un rôle, très clairement. Déjà, les hommes devraient s'emparer beaucoup plus du sujet, mais les rédactions ne sont pas assez féminines. Je crois que le chiffre sur 3000 journalistes dans le domaine sportif, c'est 10% de journalistes féminines. Et il y a 50% de femmes sur Terre, donc ça ne va pas. Ce qui ne veut pas dire que quand on est une femme, on est obligé de parler de sujets féminins. Non. Mais c'est aussi peut-être plus haut que ça se joue dans les rédactions en chef, etc., pour faire bouger les choses. C'est partout, en fait. On est aussi un pays qui a donné le droit de vote aux femmes en 1945, donc qui a donné la possibilité d'avoir un compte en banque plus tard. Donc on est aussi le produit de tout ça, quoi. Je vous fais un inventaire, là. Marie-Josée Pérec, Laure Manodou, Maurice Moflessel, Longo, Guachel, Artaud. Qu'est-ce qui fait qu'une sportive, elle imprime ou elle n'imprime pas, hors les journées mondiales du sport féminin? Est-ce que le fait d'imprimer ou pas, que ce soit un homme ou une femme, c'est déjà quelque chose, c'est presque accidentel? Forcément, il y a le charisme qui joue beaucoup, que ce soit d'ailleurs un homme ou une femme, parce que Benjamin parlait de Teddy Riner. Teddy Riner, il transcende son sport. Lui, il a un charisme naturel, au-delà évidemment de l'immense champion qu'il est, qui fait que très très vite il a transcendé le judo, parce qu'il y a aussi eu beaucoup de judokas, pas simplement des judokates, qui restaient un petit peu en dessous du radar et qui, même avec beaucoup de titres de champion du monde, même des titres olympiques, ne sont jamais devenus des grandes vedettes du sport français. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Vous parlez de Florence Artaud. Je veux dire, c'était une personnalité hors du commun. Jeannie Longo, dans son style à elle, c'était une personnalité aussi hors du commun. Donc, il y a cet aspect-là. Mais moi, je voudrais juste dire une petite chose. C'est-à-dire que sur les chiffres qui ont été donnés sur l'intérêt des gens pour le sport féminin, et je veux dire, il existe, il est réel. Et heureusement. Là-dessus, moi. Moi, j'ai observé, parce que j'ai beaucoup aussi travaillé comme Sacha sur ces sujets-là à une époque, et quand on demande, Bernard Pivot, il disait toujours ça, quand on demande aux gens qu'est-ce que vous préférez à la télévision française, ils disent toujours apostrophe. Mais c'est pas mon émission qu'ils regardent, c'est plutôt les émissions de Sabatier, de Drucker et de Patrick Sébastien. Donc c'est-à-dire que les gens, ils répondent aussi d'une manière qui est, entre guillemets, politiquement correcte. Voilà, ils répondent ce qu'on attend qu'ils répondent. Et avec le sport féminin, comme avec le sport masculin, ce qui marche beaucoup, c'est le drapeau. Donc les équipes de France féminines de sport collectif, quand il y a des performances, même elles peuvent aller sur des grandes chaînes et ça fait des scores d'audience remarquables, comme les hommes aussi. Après, quand on redescend et qu'on vient dans les championnats nationaux, pour le coup, ça intéresse un petit peu moins les gens. Voilà, moi, c'était ça. Est-ce que le sport féminin fait vendre au sens génère une économie, génère des abonnements, génère des droits télévision? Alors, je peux répondre oui. Je peux répondre oui pour un cas très particulier, mais que j'ai connu de très près, puisque je travaillais pour une chaîne à l'époque qui avait acheté tous les droits du tennis féminin. C'est Eurosport? Oui. Vous pouvez le dire. Très bien. Eurosport. Oui. C'est Eurosport, non? Oui. Et elle avait misé à fond sur le tennis féminin. Et le tennis féminin, on parle des années 2000, on va dire 2000 à 2010, était d'une certaine manière beaucoup plus attractif que le tennis masculin, parce qu'il y avait à la fois des talents, des personnalités, elles étaient bien mises en valeur. Nous aussi, on avait mis énormément le paquet là-dessus, c'est-à-dire qu'on avait mis des équipes, il y avait beau avoir 90% de garçons,
Là, c'était pas gênant, puisqu'on était tous à la fois convaincus et enthousiastes de ce qu'on voyait. Alors après, on recrutait des consultantes, en majorité, quelques consultants, mais l'important, c'était qu'il y avait vraiment une conviction totale de voir que ce qu'on proposait était intéressant, et en plus, regardé par les gens. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les gens aiment le sport, et quand le sport féminin, en l'occurrence, est bien marketé, simplement intéressant, avec une histoire racontée, avec aussi des vraies personnalités, des femmes qui sont à la fois des athlètes, mais qui sont aussi des femmes qui ont des choses à dire. Il y avait énormément de personnalités différentes à l'époque, entre les Russes, les Belges, les Françaises et les Américaines. Il y avait beaucoup de personnalités différentes. Eh ben, on avait vraiment une possibilité de s'identifier, de s'intéresser, au-delà même du côté féminin ou masculin. On disait, tiens, je regarde le tennis, ça m'intéresse. Dans votre chronique, Olivia, vous avez fait référence notamment à la Coupe du Monde 2019 dames en France, où finalement c'est un échec. Pour le coup, j'ai suivi cette Coupe du Monde 2019 et vous êtes dit, j'étais dans les stades et quand vous voyez les petites filles et même les petits garçons, parce qu'il n'y a pas de raison, aller saluer les joueuses, les Amandine Henry, quand elles jouent encore en bleu, les Eugénie Le Sommer, etc., vous voyez très bien que ces femmes-là, elles sont inspirantes pour des enfants et qu'il leur manque juste une tribune et un moyen de s'exprimer pour que ce modèle émerge. Mais si on ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer, bah, c'est sûr que derrière, du coup, ça retombe et c'est ce qui se passe en D1. On leur a donné, mais mal. Depuis 4 ans, Canal+ diffuse le championnat de France de D1. Canal s'interroge sur le prochain appel d'offres, puisque donc à partir de la saison prochaine, paf, voilà. C'était une petite compilation de l'article de Céline Alma il y a 4 jours dans l'équipe. Une D1 qui prend l'eau. Et je me dis, bah, finalement, une ligue comme ça ne génère pas d'abonnement, ça ne génère pas d'intérêt, tout ça. Et puis, je suis allé voir le spécialiste de droit chez nous, c'est Nicolas Manissier, qui m'a raconté une autre histoire. On est en Angleterre, le championnat de foot se développe. Tout est parti, il m'a raconté de la fédération. Vous me coupez si je dis des bêtises, Étienne, parce que je sais que vous êtes spécialiste de la question. Non. Tout est parti de la fédération qui a obligé les clubs de Première Ligue à développer une équipe féminine. Des équipes au nom prestigieux, les Arsenal, les Chelsea, et vous les connaissez. Et surtout, de jouer dans des enceintes, on va dire, modernes. Ce n'est pas le vieux stade tout pourrave que vous avez vu là. Pour lancer le produit, ils ont en plus récupéré des subsides de la Première Ligue, du championnat masculin. Rappelons que le championnat anglais génère à peu près 12 milliards d'euros de droits télé par saison. Hein. J'ai tout regroupé. Hein. Donc le début du feuilleton a été lancé par la BBC, qui réglait au début uniquement les frais de production. Et puis de la Sky, donc l'équivalent, on va dire, de Canal+, a repris les droits de ce championnat et paye par saison. Alors c'est pas fou, mais ça commence un peu à monter, 11 millions d'euros. Et on le voit d'ailleurs dans les compétitions que les clubs anglais maintenant, et notamment dans cette Ligue des Champions, les clubs anglais sont de plus en plus compétitifs. Donc la question, et je crois que c'est une de vos participantes qui l'a dit, je ne me souviens plus de son nom, mais est-ce qu'on sait monter une ligue en France en fait? Est-ce qu'on sait monter un business, un championnat qui marche? La réponse est non. Pour ce qui est du championnat de France, je me souviens que la star, elle est norvégienne, elle avait eu un ballon d'or. Aida Hegerberg. Voilà. Se plaignait auprès de la fédération en disant que le championnat n'était pas mis en évidence et on ne mettait pas les moyens pour qu'il le soit. Prenons un exemple tout bête. Autrefois, il y avait des levées de rideaux. J'ai connu l'époque où il y avait des levées de rideaux et où les pelouses étaient déjà nazes. D'accord ? Maintenant, les pelouses, tu peux jouer 2 matchs dessus, tu vois, sauf s'il y a une tempête ou des choses comme ça. Tu obliges effectivement tous les clubs, mais il me semble que tous les clubs de Liga, ils ont une équipe féminine, sensiblement, à peu de choses près. Bon, alors je pense qu'il y a un manque. Alors là, on parle football, hein. Après, c'est pas que ça, le football féminin. Mais si tu imposais que les matchs du championnat, tu vois, avec les équipes de Ligue 1, ou parfois il y a des équipes qui sont Radex, tout ça, ce jour, levé de rideau du match en question, du match pro, si tu vas au Parc des Princes, tu as PSG 3, tu vois, et bien levé de rideau. Jonathan Calderwood, le jardinier. Tu as PSG contre Juvisy. Mais non, mais faut arrêter. Parce que le problème est structurel. Mais je te donne l'exemple, parce que sinon, les gens vont pas. Ton exemple, il est bon. Oui. Et je te dis, pour moi, le problème, il est structurel. C'est un monde d'hommes fait pour les hommes. Il n'y a pas de journaliste femme, il n'y a pas de présidente de fédération. Oui, il faudrait que les hommes s'ouvrent un petit peu, comme tu l'as dit, dans une rédaction de 30 personnes qui Jonathan Calderwood, le jardinier du PSG, ne veut pas que les filles jouent en levé de rideau des garçons. Et ben voilà. Donc voilà, donc c'est bien. Tout ce que vous dites est vrai sur. Il y a des tas de choses qu'on peut faire. Sur l'incapacité, ou en tout cas
On va dire que les choses ne sont pas très bien faites par la fédération, peut-être par les clubs, etc., concernant le football féminin. Maintenant, le football féminin en France, il est plutôt en avance par rapport à d'autres. Oui. Et les grands clubs européens, jusqu'à il y a peu de temps, c'était l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain. Donc, c'était le fruit d'un mécène, c'était le fruit de quelques-uns, c'était pas le fruit d'une ligue. Non, c'était le fruit. Non, pour le coup, c'était le fruit. Pour le coup, c'était le fruit d'une volonté entre guillemets politique de miser sur le foot féminin, ce qu'a fait Jean-Michel Aulas, ce qu'a fait ensuite le Paris Saint-Germain avec sa section féminine. Peut-être aussi, évidemment, les choses n'ont pas été bien faites, ça n'a pas été suffisamment bien mis en valeur. Peut-être aussi qu'il y a un effet qui ne fonctionne pas complètement non plus, que c'est pas uniquement. Donc, je trouve que le discours là, il est un petit peu caricatural dans le sens que finalement, il suffit qu'on expose, qu'on mette des moyens, etc. Et évidemment, ça va fonctionner, etc. Non, malheureusement, on se rend compte que les choses sont pas aussi simples que ça. Que c'est pas parce qu'il y a un intérêt pour l'équipe nationale qu'il va y avoir un intérêt pour le championnat. On l'a observé, comme je disais tout à l'heure, avec beaucoup d'autres sports. Les joueuses de hand, elles font des scores remarquables quand elles font des performances dans les grandes compétitions. Les joueuses de volley aussi ont fait des performances remarquables. Et après, le championnat intéresse pas les gens. C'est aussi une réalité. On peut dire que c'est dommage, on peut dire que ça n'existe pas, mais c'est une réalité. Quand tu parlais de Florence Artaud, j'ai souvent eu l'impression que ce qu'on aimait, c'est qu'elle se comportait comme des hommes, en fait. Ce qu'on allait admirer chez elle, la façon dont on racontait leurs exploits, c'est elles font un truc que les hommes, elles se mettent au niveau des hommes. Non, c'est toujours pareil. Ça a joué, c'est toujours mais elle a comme réussi ça un exploit formidable. Dès qu'on parle d'une femme, Amélie Mauresmo, elle fait un truc que Yannick Noah, parce que on évoquait tout à l'heure le championnat de France avec le très bon papier qui a été fait par Siani dans nos colonnes. Les chaînes de télévision, si elles pensaient qu'il y avait un potentiel remarquable et qu'il suffisait de mettre un tout petit peu de moyens et que ça allait fonctionner, qu'il y allait avoir de la prise d'abonnement, etc., elles le feraient. C'est pas des philanthropes, mais elles ont aussi le sens de leur business. C'est pas facile. Donc, c'est un petit peu plus compliqué qu'on est en train de le dire sur cette dit, parce que... Vas-y Didier. Après, moi, je trouve qu'il y a quelque chose... Mais ça, c'est le sens du sport à la télévision. Autrefois, il y avait des émissions où tu pouvais accueillir des gens et les gens pouvaient s'exprimer, si tu veux. Et il y avait des émissions, notamment omnisport. D'accord ? Maintenant, ce ne sont que des émissions de débat et à 95% des émissions foot. Tu vois ? On peut lancer un appel à Marc Lasse, Jérôme Saporetto. Ça serait bien peut-être qu'il y ait une émission hebdomadaire. C'est les patrons de la chaîne. Une chaîne hebdomadaire omnisport, qui ne suit pas forcément l'actualité à 90 degrés, si tu veux, mais qui accueille... Alors, peut-être elle peut être aussi de débat, mais avec des champions et des championnes qui seraient ravis de venir, bien évidemment, et je dis champion aussi, parce que, et championne, et où tu pourrais aussi faire des reportages sur eux. Alors, je sais que le reportage a un coût, enfin, c'est quand même pas très cher, parce que tu vas pas à Los Angeles, et tu vois, bon, bref. Mais pour les connaître aussi, les championnes en question, parce qu'on les connaît très peu, moi je pense. Et autrefois, tu avais des émissions évidemment, et sur des chaînes, alors en plus nationales, mais bon, via la TNT, l'équipe TV, la chaîne L'équipe est une chaîne nationale, où tu découvrais des champions et des championnes. Donc quelque part, tu te les accaparais aussi, et c'est pour ça aussi que tu connaissais bien et mieux leur personnalité. Et je pense que ça serait quelque chose d'important aussi à peut-être parole présidentielle. Voir avec les fédérations. Tout le monde serait content. Et je ne suis pas sûr que ça ferait des audiences dramatiques. Si c'est intéressant, il n'y a pas de raison. Olivia, le mot de la fin. Ah non. Olivia, le mot de la fin. Non, je disais juste que, je voulais dire que sur les réseaux sociaux, en l'occurrence, ces femmes-là se racontent. Elles sont ultra suivies. Alors, j'ai pas du tout de chiffres exacts, mais elles sont quasiment aussi suivies que les hommes. Bon, évidemment pas comme un Kylian Mbappé, mais il faut arrêter la comparaison. Oui. Elles sont ultra suivies, elles racontent leur vie, elles sont entrepreneuses aussi à côté pour certaines, elles font plein de choses, elles sont très inspirantes et du coup ça fonctionne. Il y a des gens qui les suivent, c'est des épisodes des séries et ça fonctionne. Bon, mais juste un mot pour terminer, parce que sur le football, non mais je vais lui prendre le mot de la fin parce que j'ai plutôt allé dans son sens. Sur le football, on était tellement en avance sur les équipes féminines que c'est quand même dramatique qu'aujourd'hui on soit en retard. Et quand on voit aussi ce qui se fait par exemple en Espagne, qui avait énormément de retard sur le foot féminin, aujourd'hui ils sont devant nous. Ils ont fait 90 000 spectateurs pour un match de Ligue des Champions du Barça. Il y a 15 jours avec le Paris Saint-Germain justement qui nous a invités pour s'exprimer à ce sujet et qui nous a fait savoir qu'avec l'Olympique Lyonnais, ils étaient en train justement de bosser sur le sujet, qui voulaient en parler à la fédération. Bon, le mot de la fin pour moi. Dans quelques mois là.